revoir après. Donc, si vous êtes tous d'accord, c'est parfait. Si vous n'êtes pas d'accord, vous coupez votre caméra. C'est l'avantage de ces Bon, visios. je coupe. C'est pas grave, on gardera le son. C'est bon, Alors, Caro? du coup, Barbara, tu es la 4e invitée du concept l'apéro, on ne va pas se tenir à Caro, sur les livres qui sont sortis juste avant le confinement. Le tien est sorti le 5 mars. Oui, il a eu la bonne idée de sortir le 5 mars. Juste avant le cyclone, et les vivants autour. Du coup, voilà. Est-ce que tu veux commencer par te présenter et après, Caro pitchera le livre? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots, s'il te plaît? Donc voilà, je suis romancière, je suis belge, puisque voilà. Et Les Vivants autour est mon 13e roman. Il aurait dû me porter chance. Enfin, je crois qu'il me porte quand même chance, malgré le confinement, parce que il fonctionne bien, il se vend bien, en tout cas quand les librairies sont ouvertes. Et donc, moi, j'écris principalement du thriller psychologique, du thriller domestique. Et j'ai une préférence pour les intrigues qui tournent autour de la maternité. Voilà, je sais pas, c'est un sujet qui me parle. Très bien. Vrai. Moi, je t'appelle la reine belge du thriller psychologique. C'est comme ça que je te présente à chaque lecteur qui veut un bon thriller psychologique. C'est toujours toi que je propose. Et ils reviennent à mater les autres. encore. Ouais, donc 11e thriller et 13e roman. Oui, tout à fait. Oui, bravo, Caro. Tu as remarqué que j'ai écrit aussi 2 comédies qui étaient. Mais moi, j'adore tes comédies. Franchement, mais oui, moi aussi, mais elles se sont pas du tout vendues. Et quand je les signais en dédicace, les gens me disaient et alors, quand est-ce que vous réécrivez, vous revenez au thriller? Donc voilà, à un moment donné, faut bien que je croûte et puis bon voilà, et puis j'aime ça le thriller. Hein, c'est quand même mon truc. Donc. Non, mais moi, je milite quand même pour qu'ils sortent chez Pocket un jour, hein, dans un petit peu près, les deux. Je trouve que ça mériterait, il mériterait de. Très bien. Ouais. Mais ouais. Mais bon, allez, ne désespérons pas. Avec tout ce qui se passe pour le moment, à mon avis, ça va arriver. Exactement. Alors, Caro, tu veux nous pitcher Les Vivants autour? Ouais, alors du coup, on va parler spécifiquement de Et les vivants autour, puisque c'est le dernier roman qui est paru juste avant le confinement. Donc, on va essayer d'en parler pour vous donner envie de le lire. Je précise, Barbara, que toutes les personnes qui sont ici n'ont pas forcément lu le livre. Donc, effectivement, attention à ne pas spoiler l'histoire. Je vais vous raconter le début de l'histoire, d'accord? Il y a 4 ans, Jeanne a eu un accident de voiture. Depuis, elle est dans le coma, sans aucun signe d'amélioration. Aussi, lorsque le professeur Gossens en charge de son cas demande à rencontrer sa famille, son père, sa mère et son mari s'y rendent en craignant une mauvaise nouvelle. En réalité, c'est encore pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Eux qui survivaient depuis le drame vont devoir se parler, se mettre d'accord et prendre une décision, à l'unanimité. Évidemment, ce n'est pas gagné. Voilà, je vous raconte le début à ma façon. C'est absolument pas la 4e de couverture parce que je la lis jamais. Mais c'était pour poser le début de l'histoire et puis surtout pour vous dire qu'on ne peut pas en dire trop parce que sinon ce serait quand même dévoiler un fait important. Barbara, tu veux nous dire un petit mot sur comment t'es venue l'idée d'écrire ce roman? Ça part d'un fait divers, hein. Tu le mets au début. Ouais. Tout à fait. Disons que en fait, moi je fais toujours très attention dans mes romans de rester très crédible, très proche de la réalité. C'est-à-dire que la façon que j'ai d'attirer, de ferrer mon lecteur pour qu'il ne sache plus quitter mon livre et qu'il tourne les pages de manière frénétique, c'est de raconter des histoires terribles, mais en restant très crédible. C'est-à-dire presque, ça pourrait nous arriver. Alors, je vais très loin, j'essaye d'aller le plus loin possible, mais ça pourrait nous arriver. Et donc, c'est vrai qu'ici, pour la première fois, je me suis inspirée d'un fait divers réel. Ça m'est jamais arrivé auparavant. Et ce fait divers réel, c'est vraiment le genre de choses qui n'arrivent que dans la vraie vie. C'est-à-dire, c'est vraiment le genre de choses, on se dit, on le raconte dans un roman, personne n'y croit. Et donc, j'allais contre mes principes, entre guillemets, mais contre. Je sortais un peu de ma zone de confort en voulant raconter ce fait divers. Et c'est vrai que du coup, je commence le roman en disant que le fait le plus incroyable de cette histoire est tiré d'un fait divers réel, et tout le reste
n'est que pure imagination. Alors tout le reste, c'est les personnages qui gravitent autour de Jeanne, puisque bon voilà, Jeanne elle est dans son lit, elle dort, il se passe pas grand-chose. Mais donc c'est vrai que je vais raconter cette famille qui doit prendre cette décision absolument impossible. Et évidemment, ils ont tous une très très bonne raison d'accepter ou de refuser. Et voilà. Et donc à ce niveau-là, voilà, j'essaye de rester psychologiquement très crédible et faire en sorte que les personnages existent vraiment, qu'on ait l'impression de les connaître. Ok. Est-ce qu'on commencerait par l'extrait numéro 1? Comme ça, on se met dans le bain de ton livre, s'il te plaît. Page 64. Oui, chef. Alors, 64. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu donc là, en fait, c'est la présentation. Alors oui, un truc que j'aime bien faire aussi, c'est présenter mes personnages avant vraiment de rentrer dans le vif de l'histoire, de telle manière à ce que une fois alors je présente pas mes personnages de manière académique, évidemment, hein, c'est tout de suite plongé dans l'intrigue, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'est jamais aussi touché que par des événements qui concernent des personnages qu'on connaît. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. Vous apprenez qu'un avion s'est écrasé de l'autre côté du globe avec 150 morts. Ma foi, vous êtes bien triste pendant 3 secondes, mais ça ne va pas bouleverser votre quotidien. Vous apprenez que votre collègue s'est cassé le pied, vous êtes beaucoup plus touché parce que vous le connaissez. Et donc, ici, c'est un extrait qui présente, entre guillemets, le personnage du mari de Jeanne, qui s'appelle Jérôme. Après, Barbara, si tu veux nous présenter les personnages, nous, ça nous va tout à fait avec Caro. Oui, donc en fait, c'est vraiment les 4 personnages qui tournent autour de Jeanne, c'est-à-dire sa maman, Micheline, son papa, Gilbert, Jérôme, son mari, et puis sa sœur, Charlotte. Et au-delà de sa sœur, il y a son beau-frère, Guillaume. Et donc, chacun ont un vécu avec elle, ont un passif, ont une relation particulière, évidemment, comme nous. Hein, on a tous une relation différente avec notre mère, qu'avec notre père, qu'avec notre mari, nos frères ou nos sœurs. Et évidemment, ça va forcément jouer dans la décision qu'ils doivent prendre après le rendez-vous qu'ils auront eu avec le professeur Gaussens. Et ici, donc Jérôme donc le mari de Jeanne est comédien. Et voilà. Et donc lui, ça fait 4 ans que sa vie s'est figée, s'est immobilisée. Il était très amoureux de Jeanne, mais ça fait 4 ans aussi que, voilà, à un moment donné, plus le temps passe, plus la vie devient de plus en plus forte et en fait c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup dans cette idée, c'est qu'une personne qui est dans le coma, elle n'est pas morte, elle est toujours là, mais elle n'est pas vivante non plus. Et c'est déjà, je trouve au départ, pour l'entourage, c'est quelque chose c'est terrible. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Vincent Lambert chez vous en France qui a fait couler beaucoup d'encre et on en a beaucoup parlé. Et du coup, je me suis intéressée. Alors, c'est pas un fait divers par rapport à cette histoire-là, c'est un autre fait divers qui m'a inspiré ce roman. Mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup lu et je me suis vraiment renseignée sur l'affaire Vincent Lambert. Et alors, sans rentrer dans la personnalité des protagonistes, donc dans ce cas-ci, les parents et l'épouse de Vincent Lambert. Mais c'est vrai que je me suis dit, en me mettant un peu à leur place, je me suis dit qu'en tant qu'épouse, bon, après Vincent Lambert, c'était beaucoup plus longtemps, c'était une 15aine d'années, enfin, c'est un truc complètement inhumain. Et c'est vrai que je me suis dit, à la place de sa femme, je voudrais qu'il parte, je voudrais le libérer, et puis je voudrais aussi reprendre ma vie, parce que elle est jeune, elle a encore plein de choses à vivre, et de toute façon, son mari, il est plus là, c'est plus l'homme qu'elle a connu, et puis à la place de ses parents, je comprends tout à fait que ce soit absolument impensable d'accepter que son enfant s'en aille, de dire oui, ok, débranchons-le. Donc voilà. Le titre parfait et les vivants autour, puisque voilà, tous ces gens-là sont vivants autour du corps de Jeanne qui est dans le coma. Voilà, tout à fait. Donc l'extrait que je vais vous lire concerne Jérôme. Voilà. Alors là, seul face à son miroir, Jérôme a scruté son visage.
Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, creusés par un remords pernicieux, rescapé d'une nuit sans sommeil. Assailli par des émotions contraires dont les sortilèges se disputaient son cœur et sa raison, il venait de passer de longues heures à affronter sa conscience, une nuit blanche tantôt peuplée d'idées noires, tantôt éblouie par le feu du désir. Le baiser échangé avec sa partenaire, oui, parce qu'en fait, juste avant, il a embrassé, pour la première fois depuis 4 ans, il a embrassé une femme. Et c'est sa partenaire de théâtre. Le baiser échangé avec sa partenaire avait fait exploser les coulisses de son existence, bouleversant ses projets et ses certitudes. Jeanne s'était imposée à ses pensées, plus vivante que jamais. Son visage, son sourire, sa voix, son odeur même, tout cela avait pris une consistance étonnamment dense, alors que depuis plusieurs mois, les souvenirs de leur vie commune avaient plutôt tendance à s'estomper. Bien sûr, la culpabilité s'était frayé un chemin dans le sillon de sa mémoire, agitant ses tentacules accusateurs. Il n'était qu'un traître, un salaud. Jérôme s'était battu toute la nuit contre ses démons, contournant les reproches à coups de justifications embarrassées et d'explications embrouillées. Ça faisait plus de 4 ans qu'il n'avait ni touché ni même regardé une femme, tout entier à son chagrin et à son amour pour elle. Il était encore jeune et les tentations étaient grandes, surtout dans son métier. Il ne voulait pas trahir leur amour, mais elle, de son côté, que lui offrait-elle? On ne peut pas rester indéfiniment amoureux d'un corps inerte. Moi, je trouve que c'est une jolie scène qui est hyper parlante, parce qu'on imagine tout à fait Jérôme qui à la fois est encore amoureux de cette femme dans le coma et à la fois effectivement qui est vivant et qui a envie de continuer à ressentir des choses, à être avec quelqu'un de vivant en face de lui. Et c'est une scène qui m'avait marquée parce que je m'étais dit qu'effectivement, on ne peut pas le blâmer, ce pauvre Jérôme. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Ça fait 4 ans qu'il attend et en fait, au fil de ces années, tous viennent à conclure, mais chacun de leur côté, parce qu'ils n'osent pas se le dire, évidemment. Ils viennent à conclure que les choses changeront plus. Enfin, en tout cas, les choses changent pas. Et c'est vrai que le professeur Goossens leur parle de l'acharnement thérapeutique et le fait qu'à un moment donné, il faut laisser partir la personne. Mais pour ça, il faut l'accord. C'est une décision qui doit se prendre, parce que j'ai aussi étudié les lois. C'est une décision qui doit se prendre conjointement entre la famille et le corps médical. Et donc, c'est pas facile. Et c'est vrai que la personnalité de la maman Micheline joue énormément, parce que pour Micheline, c'est sa fille, enfin, c'est son enfant. Donc, aucune mère ne peut décemment et consciemment et émotionnellement dire oui, ok, d'accord, j'accepte que mon enfant meure, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup amusée avec tous les points de vue et les montagnes russes psychologiques de chacun de ces personnages. Et puis après, vraiment au milieu, il y a cette nouvelle qui arrive et qui va évidemment tout bouleverser. Alors, même au sein du couple des parents, Gilbert et Micheline, en fait, ils ne sont pas forcément d'accord l'un et l'autre. C'est là où c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue des parents, parce qu'en fait, il y a les parents, il y a Charlotte, la frangine, et c'est vrai que même au sein d'eux trois, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'ont pas le même point de vue, le même ressenti, la même douleur. Et c'est vrai que chacun essaie de défendre son bout de gras, l'un pour laisser partir Jeanne, l'autre pour la maintenir en vie. Et du coup, c'est vrai que chaque personnage, en fait, a son propre point de vue. Chaque personnage est unique et le lecteur, en fait, a bien du mal à... Enfin, moi, c'est vrai qu'un coup, j'étais avec Jérôme, l'autre coup, j'étais avec Micheline, la maman. Je me baladais d'un personnage à l'autre parce que chaque point de vue est intéressant, en fait. Ouais, oui, et chacun va s'exprimer. Pardon, chacun va s'exprimer, mais il va falloir qu'ils se mettent d'accord, surtout parce que quand tu dis que c'est de la famille qui doit être d'accord avec l'équipe médicale, bah, il faut déjà avant tout que la famille soit d'accord entre elles, alors qu'en fait, dans cette famille, comme dans toutes les familles, ils ont des difficultés à se parler. Et ça, c'est bien fait, je trouve, effectivement, dans le roman. Je ne sais pas comment tu... Oui, bah, c'est mon dada, hein, c'est vraiment, c'est ce que j'aime. J'aime vraiment imaginer des intrigues
faire en sorte que on soit suspendu. Enfin, j'essaye de faire en sorte que le lecteur ait vraiment envie de tourner les pages au sein d'une famille. C'est-à-dire que c'est vrai que je mets pas en scène des super espions ou des serial killers. Enfin, tu vois, des trucs qui sortent complètement d'ordinaire. Et donc, c'est vraiment essayer de tirer toutes les possibilités, et c'est vrai que je joue là-dessus parce que tout le monde a une histoire familiale, alors chaque personne, enfin l'histoire de chaque personne, l'histoire familiale de chaque personne est unique, mais il y a quand même des gros thèmes qui reviennent. Par exemple, quand on parle entre amis, par exemple, de nos enfants, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui reviennent, et donc je joue avec ça parce que je sais que ça va parler au plus grand nombre, et que dans cette situation qui bascule dans l'horreur, en fait c'est toujours, je raconte toujours l'ordinaire qui bascule dans l'horreur. Donc dans cette situation qui bascule dans l'horreur, tout le monde va s'y retrouver et tout le monde va comprendre. Et alors moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de faire en sorte qu'on comprenne le point de vue de chacun. Voilà, ça c'est vraiment, c'est vrai que pour moi c'est tellement plus riche que de raconter une histoire où il y a quelqu'un qui est très méchant et qui veut tuer tout le monde, et que tous les autres sont des très gentils qui essayent de se sauver. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle moins. Donc c'est vrai que j'aime bien, moi en tant que lectrice ou en tant que spectatrice, j'adore quand je suis complètement déchirée et que je me rends compte que quelle que soit la décision ou quel que soit le virage que la situation va prendre, je vais être contente pour certains et super malheureuse pour d'autres, et je vais comprendre vraiment toute la tension psychologique qui se dégage de cette situation. Et donc, comme j'aime ça en tant que lectrice ou spectatrice, j'adore ça en tant que romancière. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent que tes thrillers les perturbent plus, justement, qu'un thriller avec un serial killer, un méchant et un gentil, comme tu dis. Mais parce que facilement s'identifier au personnage, oui, et se dire, mais j'aurais fait la même chose, mais je me serais laissé embrinquer dans le même piège. Et du coup, ça fait toujours des romans complètement glaçants, où finalement, tu es plus flippé parce que ça te remue vraiment du fond des tripes, et tu te dis, mais ça aurait pu m'arriver, en fait. Ça pourrait arriver à n'importe qui de mon entourage. Et à chacun de tes romans, en fait, on est complètement glacé parce qu'on se dit, est-ce que j'aurais fait la même chose que le héros ou l'héroïne? Est-ce que je me serais laissé embarquer là-dedans? Et du coup, c'est vrai que j'ai plein de lecteurs qui flippent à chaque fois, qui achètent ton livre en disant je vais encore passer un moment douloureux, mais voilà, qui l'achètent parce qu'ils sont accros un peu comme moi. Mais c'est vrai que tes bouquins remuent en fait. Mais c'est vrai que c'est drôle, mais en fait, j'ai oublié les chiffres, mais je veux dire, on a vraiment 0,00001% de chance de tomber un jour sur un serial killer. Donc forcément, quand on lit des histoires de serial killers, après on les vit, hein, c'est très prenant aussi, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette distance qui fait que ça risque pas vraiment de nous arriver, quoi. Je crois qu'on a plus de chances de gagner au loto que de tomber sur un serial killer, tu vois. Donc alors gagnons au loto, hein, c'est plus sympa. Tant qu'à faire. Donc, et alors bon, je vais vous avouer aussi que personnellement, j'aurais du mal à raconter des histoires de serial killer parce que je suis très douillette et enfin voilà, c'est souvent des histoires, des lectures quand vraiment je me plonge dedans qui me font un peu souffrir. Donc moi déjà passer une année, parce que quand tu écris un livre c'est plus ou moins 1 an, donc passer une année avec un personnage comme ça, c'est un peu compliqué pour moi, donc j'y arrive pas trop. Et puis surtout, je dois vous faire l'aveu que je suis très très mauvaise en enquête policière. Je n'ai absolument pas l'esprit de déduction enfin tu vois, il faut avoir un certain talent pour raconter une enquête, enfin une histoire avec du suspense comme ça, enfin où il faut trouver un meurtrier, etc. Je suis hyper mauvaise, mais vraiment il y a pas plus nul que moi. D'ailleurs quand j'en lis ou quand j'en regarde à la télé, je tombe toujours des nues. Alors que mon homme, ça fait 3/4 d'heure qu'il a compris, quoi, tu vois. Parce que tellement je suis super mauvaise. Et donc c'est vrai que le thriller psychologique et domestique, c'est un peu le seul truc que je sais faire, quoi, tu vois, où j'ai un peu de talent. Donc pas mal, hein. Oui, ben c'est pour ça,
je ne vais pas changer de créneau. Mais on me demanderait de faire autre chose. C'est pas mon truc, quoi. J'ai pas cet esprit, tu sais, où tu remarques le détail qui raconte que. Moi, ça m'échappe complètement. Alors, donc, du coup, on a un scoop ce soir. Barbara Abel ne regarde que les Colombo, puisqu'on sait que c'est une meurtrière dès le départ. Mais tu sais que j'adore Colombo. Mais c'est vrai, j'adore. Non, mais les autres, j'aime bien aussi, mais ne me demande pas de deviner 3/4 d'heure à l'avance, quoi. J'y arrive pas. Quand on regarde des séries ou des films avec mon homme, il me dit, à un moment donné, il me dit, t'as compris? Je fais, ouais. Je suis comme toi. Moi, je comprends rien jusqu'au bout. Je suis je suis prise dans l'intrigue. Je me laisse porter. J'ai pas envie de calculer que c'est machin qui a dit ça à tel moment. Oui, c'est ça. Oui, en plus, ouais, j'ai pas envie de bosser, quoi. Merde. Ouais. Non, mais reste sur les thrillers psychologiques et domestiques. Oui. Tu excelles. Tu excelles. D'accord. Est-ce que tu veux nous lire ton deuxième extrait, s'il te plaît? Alors. Page 223. 233. 23. 30, non, 223. 23? Je sais plus, Caro, c'est quoi? Mais non. C'est 233. Ah, 233. Arrête de me perturber. Tu vois, on a besoin d'être deux parce que sinon, hop. Et surtout qu'il faut resituer le contexte pour expliquer. Oui, alors, attends, oui. Attends, où est-ce qu'on en est là? Oui, alors, c'est, si je me souviens bien, le chapitre précédent, Charlotte, donc la sœur de Jeanne, est venue. Ah non, pas du tout, absolument. Non, c'est le père. C'est Gilbert qui est devant, qui est venu rendre visite à sa fille. Et c'est vrai que, je parle un peu des relations entre Gilbert et sa femme, Micheline. Mais à un moment donné, il y a une idée qui passe dans la tête de Gilbert. Bon, je vais pas vous dire quoi, mais voilà, il fait un truc qu'il devrait pas faire. Et à ce moment-là, on frappe à la porte et c'est Charlotte, donc la sœur de Jeanne, donc sa fille cadette sa fille aînée, pardon, Charlotte est la fille aînée qui rentre dans la chambre. Et elle ne frappe pas à la porte. Et non, elle ne frappe pas à la porte, c'est ça. Elle ouvre la, bah oui, elle ouvre la porte. C'est trop facile. Oui, elle ouvre la porte et elle surprend son père dans une position un peu bizarre. Donc, il lui dit « Tu pourrais frapper avant d'entrer », la morigène Gilbert, presque indignée. Charlotte lève un sourcil stupéfait. « Ah oui, parce que tu crois qu'elle va me répondre si je frappe ?» se défend-elle en désignant Jeanne du menton. « Non, mais moi, je peux te répondre. »« Comment je peux savoir que tu es là ?» Gilbert grommelle. « Ça va, c'est bon, laisse tomber. » D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là lui demande-t-elle encore en refermant la porte derrière elle. Elle s'immobilise soudain et le dévisage, à la fois surprise et intriguée. Gilbert se tient toujours à côté du respirateur, la main posée sur le câble d'alimentation. Charlotte jette un bref coup d'œil à la prise, une demi-seconde, pas plus, puis revient à son père. Celui-ci a surpris son regard et le sien se fait fuyant malgré lui, ce qui l'agace au plus haut point. Il n'a de compte à rendre à personne. Il lâche la prise, un peu trop précipitamment à son goût. Et soudain, il ne sait pas très bien si elle lui demande ce qu'il fait là, dans la chambre, ou là, à côté du respirateur. Il réplique donc en redressant la tête, et leurs yeux se croisent, offensifs pour Gilbert, suspicieux pour Charlotte. « Je ne peux plus venir voir ma fille ?» se justifie-t-il d'une voix dure. L'espace d'un bref instant plane entre eux le venin du doute. « C'est bon, pas la peine de t'énerver, c'est normal que je te pose la question. Tu viens si peu. » Gilbert s'apprête à répondre. « De quoi je me mêle, je viens quand je veux. » Abandonne finalement. Soupire. « Rien de neuf ?» demande alors Charlotte pour chasser le malaise qui règne entre eux. 3 petits points de suspension. Non. Point final. Non, on n'en dira pas plus. Tu sais que ton livre, il est super compliqué à pitcher et moi-même, on me l'a présenté en me donnant la solution et du coup, ouais, mais ça c'est con. Voilà. Tu sais que tu es une des seules, donc ouais. Du coup, tu es une des seules à me dire que le début était lent, bah oui. Enfin long. Et comme j'ai vraiment dit à tous les journalistes, à tout le monde, les libraires, enfin bon, qu'il fallait absolument rien dire.
du coup, en fait, les gens sont super accros, quoi. Enfin, tout de suite, puisque le suspense commence tout de suite. Voilà. Moi, j'ai pas eu suspense, donc je pense que Non, tu peux dire merci à ton copain Antoine. Voilà, je vais faire un procès à Antoine pour exactement. Donc c'est vrai que voilà, il y a une grosse surprise dans le bouquin qui fait qu'on bascule de nouveau. On peut rien en dire. C'est un livre qu'il faut lire. Si vous avez déjà lu d'autres livres de Barbara Bell, celui-ci est le meilleur pour Gérard Collard et Jean-Edgar Cassel. Moi-même, c'est vrai que c'est un de mes préférés. Caro, est-ce que tu veux dire un petit mot également sur ton ressenti? Ouais, j'avais juste extrait en fait une citation qui est dans ton roman, une citation de Charlie Chaplin. L'approche de la mort terrifie, mais si le nouveau-né avait conscience de l'approche de la vie, il serait tout aussi terrifié. Ouais. J'ai trouvé que c'était, je m'attendais pas. Déjà, je ne connaissais pas cette citation de Charlie Chaplin. Ouais, Pourtant, je le connais bien et donc, oui, ça m'a vraiment parlé parce que je trouve que c'est tellement juste, en fait. Et en plus, comme là, dans ton livre, on est entre la vie et la mort, bah, tout ça fait que c'est comme dans une cocotte minute, quoi. Tout est en train d'exploser, à 2 doigts d'exploser. Et pourtant, j'ai réussi à maintenir ce couvercle-là, à nous garder sous pression jusqu'à la fin, finalement, parce qu'effectivement, il se passe des choses au fur et à mesure. Mais cette citation, elle t'est venue d'où? Enfin, comment tu es tombée dessus et comment Écoute, tu as fait le lien? en fait, j'adore les citations. Vraiment, je suis passionnée de enfin, c'est vraiment un truc. J'aime bien ces phrases. Tu sais, t'as une phrase qui t'explose en pleine conscience, qui te parle, tu trouves ça incroyable, etc. Enfin, qui résume ce que tu mets 3 heures à construire dans ton esprit. Et là, il y a quelqu'un de génial qui le résume en une phrase. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, il y avait une phrase de Mark Twain que je connaissais déjà avant d'écrire ce bouquin. C'est, je vais peut-être pas le citer au mot pour mot, mais c'est l'endroit, le lit est l'endroit le plus dangereux au monde. 99% des gens y meurent, voilà. Et j'ai trouvé ça excellent et tout à fait approprié à mon histoire. Donc je m'étais dit, je vais commencer le roman avec cette citation. Et puis après, j'ai lu une autre citation qui correspondait bien à l'histoire aussi, puis une autre, et je me suis dit, en fait, comme il y a des respirations dans le roman, donc en fait, je crois que c'est de journée en journée. Donc je raconte une journée, puis le lendemain, enfin ou en tout cas 2-3 journées, mais chaque fois c'est des journées qui sont racontées, et donc entre chaque journée, je mets une citation juste pour faire une aération. Et montrer que le temps a un peu passé. Et donc, j'ai récolté différentes citations qui chacune parlait d'une certaine manière de la situation ou de l'évolution de la situation que je racontais dans cette histoire. Et voilà, c'est parce que je trouve que c'est des phrases vraiment très, très fortes. Et d'ailleurs, souvent, par exemple, quand quelqu'un fait une chronique ou qu'on en parle, il y a toujours la personne, comme toi, prend toujours la citation qui lui parle le plus. Et c'est toujours une citation différente. Pour le moment, je crois qu'il n'y en a pas une qui est revenue plus que les autres. Donc voilà, c'est que c'est en effet le cas. On a chacun nos citations et les phrases qui nous parlent le plus. Et voilà. Et comment tu les trouves, tes citations? Parce que justement, elles ouvrent chacune un chapitre et elles sont complètement imbriquées dans l'histoire. En fait, tu as l'impression que mais c'est vraiment c'est au cours de la rédaction du roman. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Citation, je sais pas quoi. Et donc, tu as plein d'auteurs, t'as plein de citations par auteur, par thème. Et donc, tu sais, quand j'avais 5-10 minutes ou au petit-déj, quand j'étais toute seule, que les enfants étaient partis à l'école, c'est à l'époque, il y a très très longtemps, tu vois, tu te rappelles cette époque où les enfants allaient à l'école? Parce que ici en Belgique, ils sont pas tous rentrés. Ma fille ne rentrera pas avant septembre, donc elle, voilà. Et voilà, donc chaque fois, je regardais un peu en fonction de l'évolution de mon histoire. Et donc, donc j'ai fait une liste avec plein de citations. Et puis après, j'ai pioché et j'ai choisi celle qui me parlait le plus.
Ok. Je voudrais aussi revenir juste sur, je trouve qu'il y a une notion de jouer sur les apparences dans ton roman. Alors moi, je suis loin d'avoir lu les 13 romans que tu as écrits, mais je trouve que sur les derniers, tu joues beaucoup sur les apparences et sur, parce que finalement, d'une certaine façon, cette famille, elle pourrait sembler comme une famille un peu parfaite de l'extérieur. Mais quand on creuse à l'intérieur, en fait, on aperçoit toutes les failles des personnages. Comment tu Mais joues là-dessus? t'as pas l'impression que c'est un peu comme, enfin moi, si je regarde un peu mon entourage, ou même les gens que je connais sur Facebook, t'as toujours l'impression que c'est tellement bien chez les autres et puis après tu discutes avec les gens et en fait tu te rends compte qu'ils ont juste des problèmes comme toi et que leur famille est loin d'être parfaite et qu'ils ont des hauts, des bas, des crises. Des périodes chouettes et puis des périodes moins chouettes. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse, je trouve. Forcément, comme je développe toujours le milieu de la famille, forcément, je vais jouer avec ça puisque ma fille m'avait dit un jour en parlant d'une de ses amies, elle m'avait dit, elle a tellement de chance, sa famille à elle est parfaite. Et parce que Et ça t'a donné envie d'écrire un roman? Non, sa mère vend des glaces, son père, bon, il a un métier, mais il fait sur le côté, il est guitariste dans un groupe de musique, ils ont une super baraque, sa grande sœur s'occupe super bien d'elle, donc de la copine de ma fille, ils ont une maison en Bourgogne avec une piscine, etc. Et je sais, moi, pour discuter avec la mère, que c'est pas si parfait que ça, enfin que voilà, et donc je vais pas dire à ma fille que pas du tout, tu sais, en fait c'est la mère de chez eux aussi, enfin bon, ce qui est faux, mais je sais qu'ils sont passés par des moments très durs et que c'est pas parfait non plus, mais c'était la vision qu'en avait ma fille, et c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est incroyable, enfin c'est la petite maison dans la prairie, quoi, c'est magnifique et donc voilà, et c'est quelque chose qui avec lequel je dois jouer puisque ça fait partie de la réalité. Moi-même, je cherche toujours à donner une image très positive de ma famille et de mes enfants, etc. Et je vais essayer de renvoyer cette image de perfection. Sachez que c'est pas le cas, enfin que je suis tout à fait normale et que il y a des choses super et puis il y a des choses ça va pas du tout quoi donc mais forcément quand on fait du thriller psychologique il faut jouer avec ça puisque ça fait partie de la réalité. Est-ce qu'on peut dire que tu es une auteure gratteuse de vernis? Une auteure quoi? Gratteuse de vernis. Tu grattes le vernis? Ah oui, gratteuse de vernis, oui, j'avais compris. Bien d'inventer l'expression. Je vais la oui. Gratteuse de vernis. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que ouais, j'aime bien. C'est mon truc. Et alors, du coup, comment tu choisis, quand on a écrit 13 romans, comment est-ce qu'on choisit le sujet de son prochain roman? D'où te vient l'inspiration? Ouais, là, tu disais que c'était un... Oui, là, ça a été vraiment. Oui, et ça, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire, on prenait l'apéro là avec mon homme et il m'a raconté ce fait divers. Et vraiment, là, je me suis dit, mais tu sais, c'est le genre d'histoire, ça te tombe et vraiment. D'ailleurs, j'étais en train d'écrire un autre roman et j'avais déjà écrit je sais plus, 60 ou 80 pages, je sais plus. Et j'ai arrêté tout de suite. Non, j'entends très mal d'un coup, c'est normal? En fait, moi, je t'entends bien. Ouais, nous aussi. Non, tout va bien, Caro. Toi, tu figes un peu, mais bon. Ouais. Okay. Toi, ta connexion n'est pas super. Ouais. Mais on t'entend bien. Ok. Mais donc, c'était, oui, pour moi, il y avait une urgence à raconter cette histoire. En fait, le lendemain, et j'ai mis 3-4 jours à me dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête le roman en cours et je raconte cette histoire? Et puis après, oui, c'était absolument évident. Après, oui, il faut que je parte sur une situation. Moi, mes romans, c'est toujours des situations de départ qui m'intrigue et que j'ai envie d'explorer. Donc, il faut que je trouve cette situation. Voilà, c'est vraiment, c'est la condition sine qua non. Il faut que cette situation soit à la fois très simple, parce que je reste persuadée que les très bonnes histoires sont toujours très simples.
Et je pense même, j'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire que en général, les histoires compliquées, c'est pas des bonnes histoires. C'est pas quand tu regardes un film et qu'à un moment donné, ça se perd dans les personnages, les situations, les imbroglios, les passants, le présent, le passé, etc. En général, c'est que le scénario est pas génial. Et d'ailleurs, je trouve que tous les grands classiques sont des histoires très très simples. Voilà, quand tu regardes, je sais pas, Roméo et Juliette, c'est hyper simple, quoi. Il n'y a pas plus simple comme histoire. Quand tu regardes Cyrano de Bergerac, c'est très très simple, simple et universel. Voilà, pour moi, c'est les deux critères. Être simple et universel, c'est-à-dire que tu habites en Alaska ou en Europe, que tu aies 15 ans ou 95 ans, tu te sens concerné, tu comprends ce qui se passe, l'intensité des émotions. Donc une fois que je trouve une situation, alors je dis pas que je la trouve à chaque fois, pour moi franchement, sur mes 13 romans, je l'ai trouvé 3 fois. Cette histoire simple et universelle, c'est avec Duel, c'est avec Derrière la haine et c'est avec celui-ci. Et les autres, j'essaye de m'en approcher parce que je cherche. De manière ironique, ces histoires simples sont très compliquées à trouver. Et donc je cherche, et puis à un moment donné, il faut que je m'y mette parce que je vis maintenant de ma plume, je ne fais plus que ça, j'ai pas d'autre rentrée d'argent que mes livres. Alors je me vends bien, vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre, mais je suis pas non plus une super best-seller. Enfin, je suis pas au niveau d'un Bernard Minet ou d'un Karine Ziebel d'une Karine Ziebel ou encore moins d'un Bernard Werber ou d'un Maxime Chatham. Donc j'en vis vraiment confortablement, j'ai pas de souci d'argent. Mais je suis pas à l'abri, c'est-à-dire que si je publie pas, là je vais commencer vraiment à avoir j'y arriverai pas, quoi. Donc il faut que je publie. Donc c'est vrai que il faut penser et jouer avec cet aspect-là des choses. Donc à un moment donné, je dois m'y mettre. Il y a pas si je publie tous les 18 mois plus ou moins. Et je mets 1 an pour écrire une histoire. Donc là maintenant, je sais que je dois absolument écrire. Donc si je veux sortir le prochain en octobre, octobre 2021, ça fera plus ou moins 18 mois. Ça veut dire que je dois rendre le texte, c'est quand même quelques mois avant. Donc le texte doit être terminé, la rédaction doit être terminée, on va dire 4 mois avant, donc ça fait juin. Donc en fait, voilà, je dois m'y mettre là. Voilà. On va te laisser alors. C'est dans 1 an. C'est dans 1 an. Et j'ai pas encore d'idée. Enfin, j'ai des pistes, j'ai des envies, j'ai des trucs sympas, mais j'ai pas le coup de foudre. Mais alors les 60 pages que tu avais écrites avant Et les vivants autour, ouais. Mais non, j'avais pas eu le coup de foudre. J'ai retrouvé, j'avais fait j'avais pris des notes, etc. J'ai retrouvé, mais alors maintenant, ça date d'il y a 1 an et demi. Vraiment, j'ai relu ça, c'était comme si, ça me parle plus du tout. Je suis plus la même qu'il y a 1 an et demi. Il s'est passé tellement de choses depuis. Donc non, et c'était pas une idée coup de foudre comme j'ai eu avec celui-là. D'accord. Donc à un moment donné, je vais partir sur quelque chose. Alors après, ça veut pas dire pour ça que ça va être moins prenant ou quoi ou qu'est-ce, parce que par exemple, je sais pas, mon roman, je sais pas, c'était pas du tout une idée coup de foudre, c'était vraiment une situation que je trouvais sympa, à savoir la vie d'une adulte qui était entre les mains entre guillemets d'une enfant, enfin en tout cas une enfant qui avait le pouvoir de sauver la vie d'une adulte. Et donc voilà, donc c'était la situation que j'avais envie de développer. Et pourtant, je sais que ce roman a vraiment super bien fonctionné. Enfin, que c'est un roman que les lecteurs ont vraiment adoré. Donc c'est pas pour ça que ça va être moins intense. Mais c'est vrai que je peux pas me permettre encore me dire j'attends d'avoir l'idée coup de foudre et après je m'y mets, quoi.
Là, maintenant, je vais devoir ouvrir un nouveau fichier dans mon ordinateur et écrire chapitre 1. Alors, tu parlais tout à l'heure de Derrière la haine, c'est le roman qui t'a fait connaître en France. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des adaptations ciné, l'adaptation belge qui a raflé plein de Magritte belges, je ne sais plus le nom, et qui est en cours d'adaptation à Hollywood. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, parce que c'est génial comme aventure, c'est complètement dingue. Ah, mais c'est complètement fou. Donc c'est Olivier Massé-Depasse, qui est un réalisateur belge, donc qui avait lu le bouquin et qui a racheté les droits, enfin son producteur qui a racheté les droits. Donc voilà, déjà toute l'aventure du film belge, c'était génial parce que du coup, comme c'était en Belgique et que on se côtoyait quand même, donc j'ai rien fait dans le film, hein. J'ai pas participé au scénario, j'ai rien fait. Une petite apparition. Oui, je fais une panouille, comme vous dites en France, une figuration, donc on me voit à un moment donné dans le film. Mais sinon, c'est vrai que voilà, j'ai lu le scénario, j'ai été sur le tournage. C'était très. Et puis c'est un film de cinéma avec une certaine ambition artistique quand même. C'est-à-dire qu'il s'est raccroché vraiment aux ambiances des films de Hitchcock, à une esthétique de l'image très soignée. Donc voilà, c'était assez touchant. Et puis le truc, c'est que le film a été retenu au Festival de Toronto en 2018. Donc un film avant de sortir en salle c'est pas comme les livres, mais c'est vrai qu'il fait toute une série de festivals avant la sortie en salle. Et dans la salle à Toronto, il y avait une actrice hollywoodienne qui s'appelle Jessica Chastain, et qui a eu un coup de foudre pour ce film et qui a décidé d'en faire un remake. Et donc voilà, et quand Madame Jessica Chastain décide d'en faire un remake, t'as toutes les portes qui s'ouvrent devant toi. Et voilà, et le truc est vraiment sur les rails maintenant. Alors, je vais vous avouer que donc j'ai signé le contrat. Et il y a une clause du contrat dans laquelle il est stipulé que je peux plus rien dire à ce sujet. C'est vraiment les Américains. Alors, juste vous dire qu'ils n'ont pas racheté les droits du livre. Hein. On se calme avec ça parce que quand il y a eu ce truc, tout le monde me regarde comme si j'étais la nouvelle milliardaire. Non, pas du tout. Ils ont racheté les droits du film. Mais bon, c'est vrai que contractuellement, on va évidemment. Alors contractuellement, on n'a pas plus grand-chose à dire, nous, le fleuve et moi. Sauf que c'est Olivier Massé-Depasse qui réalise le remake à Hollywood. Ah, c'est vrai, c'est lui aussi? Je ne savais pas ouais, ça. Ouais. Jessica Chastain voulait que ce soit lui. Ah, ouais. Et donc, entre-temps, l'autre personnage féminin, c'est Anna Tawai. Donc, bon, c'est pas trop mal non plus. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y aura bien Ryan Gosling? Alors, Ryan, je sais pas. Ryan Gosling, non, il n'y aura pas Ryan Gosling. Mais Olivier, le réalisateur, Olivier Massé-Depasse, il a parlé longuement. Il a passé une soirée avec lui, donc quand il m'a raconté ça, j'ai pensé à toi. Merci. Et donc... le plat à chaque apéro, Ryan Gosling. Voilà. Et donc voilà, donc moi tout ce que j'ai dit à Olivier, c'est que je voulais faire la même figuration sur le remake à Hollywood que dans le film belge. J'ai dit, je te préviens, je veux faire l'apparition. Il m'a dit, mais ouais, t'inquiète. Et il paraît parce qu'il est évidemment en contact régulier avec Jessica Chastain, il paraît qu'il lui a dit, oui, l'auteur du livre veut absolument venir sur le tournage. Et elle lui a dit, what a lovely idea! Ouais, c'est super excitant. En tout cas, c'est rigolo parce qu'il y a une vraie excitation auprès des lecteurs et auprès de tes copains auteurs qui sont comme des dingues avec toi derrière ce projet complètement. Ah ouais. Ah oui, non, mais c'est super. Non, mais c'est fou. C'est fou. Attends, si ce truc, parce que bon, allez, on en est à l'écriture du scénario, donc on se calme aussi. On ne sait pas s'il n'y a pas un autre virus qui va tomber ou, enfin, tu vois. Tant que le film n'est pas dans les salles, on ne sait jamais si le projet va aller jusqu'au bout. C'est vrai que vu qu'on a quand même des grosses stars et qu'elle est coproductrice dans le projet, Jessica Chastain et tout, c'est vrai que voilà, ça sent bon. Mais après, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que c'est un truc c'est dingue, quoi. Tu vois, en plus, je me souviens très très bien du jour où j'ai eu l'idée de ce roman. C'est l'idée
le truc des deux familles voisines, des deux gamins, de gna 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 gna, je vais rien dire pour si on l'a pas lu, mais et je me souviens très très bien de cette journée parce que comme je vous dis, ça a été une idée coup de foudre, une idée vraiment quand je l'ai eue, je sentais que je tenais quelque chose de bien. Et vraiment, je me revois ce jour-là et je me dis, si on m'avait dit à ce moment-là que ça allait me conduire jusque-là, c'est vrai que, enfin voilà. Moi, je pense que le jacuzzi n'est pas loin là quand même, hein, Barbara. Oui, depuis le temps qu'on en parle, hein, Caro. Alors, on va parler aussi, parce que ça file, il est 8h moins 10, on va parler également de Regarder le noir qui sortait aujourd'hui chez Belfond également. Tout à fait. Les Giabel, moi je vous appelle les Giabel du coup. Après, écoutez, on s'appelle, alors nous on va plus loin, on s'appelle Barbarine Giabel. D'accord, alors on va garder Barbarine Giabel. Donc pour la deuxième fois, tu écris ta nouvelle avec Karine Giabel. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle donc, qui clôt le recueil Regarder le noir? Votre idée, comment vous bossez ensemble en fait? Parce que vous avez chacun. En fait, ouais, c'est drôle. Alors le truc c'est que la première fois qu'on a écrit ensemble, donc c'était pour écouter le noir, c'était une nouvelle, ça a été d'une facilité déconcertante parce qu'il y avait vraiment deux personnes, enfin deux actions parallèles. Et donc voilà, j'ai écrit une action, elle a écrit une autre, et puis après on a mélangé nos chapitres, et puis après on a retravaillé comme ça. Donc on voulait, parce que elle est comme moi, elle est très indépendante. Elle a plein de trucs à faire. Tu sais, on n'avait pas vraiment le temps de passer. Et puis on n'a pas la même vie. J'ai des enfants, elle n'en a pas. Elle travaille beaucoup plus que moi. Enfin, elle a une endurance d'écriture beaucoup plus longue et plus forte que la mienne. Donc, c'était très difficile de travailler en direct. Enfin, tu vois, donc il fallait en fait à chaque fois, et pour les deux nouvelles, on a trouvé à chaque fois deux actions avec des personnages, mais deux actions parallèles. Et donc, là, on se téléphonait, on se racontait le truc. Et puis, en se disant, bon, ben, toi, tu racontes cette action et moi, je raconte celle-là. Et puis voilà, c'est la condition sine qua non pour qu'on écrive un truc ensemble. C'est après pouvoir mélanger, passer d'une narration à l'autre et de faire avancer le récit comme ça. Mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle parce que moi je me souviens plus pour cette nouvelle-ci qui a été un peu moins évidente à débusquer que celle de Écouter le noir. J'ai trouvé ça incroyable parce que j'ai écrit toute ma partie et c'était une époque où elle était sur autre chose, elle était sur un autre projet, donc moi j'avais pris de l'avance et elle a réussi à écrire sa partie en instillant un suspense auquel moi je ne m'attendais pas. Et donc quand elle m'a renvoyé le tout, j'ai lu ce truc et j'ai découvert j'ai trouvé ça super bien parce que moi-même j'ai été surprise. La première fois que je l'ai lu, j'ai été surprise de voir ce qu'elle avait fait avec mon intrigue et la sienne. Et voilà, et je l'ai trouvée très très forte. Et voilà, mais Karine et moi, on s'entend super bien, donc c'est un plaisir de bosser ensemble. Est-ce que c'était Yvan qui vous avait proposé de faire une nouvelle à 4 mains ou comment c'est venu l'idée pour le premier? En fait, le truc, c'est que ça faisait déjà un petit temps que il y avait pas mal de gens, je vais pas exagérer, mais de manière récurrente, certains lecteurs nous disaient et si vous écriviez un roman ensemble, ou est-ce que ça vous dirait pas d'écrire un roman ensemble? Alors, un roman, je trouve c'est une très mauvaise idée parce que Karine, elle a son univers, moi j'ai le mien. Je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis non, c'est pas possible. Donc on rigolait comme ça, mais sans prendre la chose au sérieux. Et c'est vrai que quand Yvan nous a parlé de ce recueil, on s'était dit, là sur une nouvelle, on peut tenter le coup. Ça peut être chouette, quoi. Et c'est vrai que la première nouvelle pour Écouter le noir avait été tellement on avait eu l'idée très vite, tout s'était passé vraiment de manière très simple et très rapide.
on s'est dit on va réitérer l'expérience. Bon, la deuxième a été, comme j'ai dit, un peu moins évidente. Voilà, je pense qu'elle marche bien quand même. J'allais dire, en fait, ce qui est extra, je trouve, c'est que ça renouvelle. Enfin, tu vois, moi, je me souviens très bien de celle de Écouter le noir, et celle de Regarder le noir est très différente. Oui, et dans sa construction, et dans l'intrigue, et dans... Parce qu'en plus, le recueil de nouvelles, il est donc autour d'un sens. L'année dernière, c'était sur l'ouïe, là, c'est sur la vue. Donc, j'imagine que pour vous, en plus, en tant qu'auteur, il y a une complexité supplémentaire qui est de trouver l'idée en rapport avec le sens. Oui, complètement. Et dans ces nouvelles, les idées sont très différentes les unes des autres. Et vraiment, la vôtre, en plus, termine le recueil, pour ceux qui lisent dans l'ordre. Et donc, je trouve que c'est une nouvelle extrêmement surprenante, alors qu'on a déjà lu d'autres nouvelles sur la vue avant. Voilà, ça clôture vraiment bien le recueil. En revanche, j'avais une question, Barbara. Est-ce que tu nous dirais si ta partie, c'est celle en italique ou pas? Oui, je crois que c'est celle en italique. Attends, montre un peu. Là, c'est compliqué, hein, mais c'est celle qui termine la nouvelle. Oui, mais c'est la narration, parce que je sais plus si... Je sais qu'on a... Attends, je recherche le début. C'est quel personnage? C'est... Comment ne pas en dire trop? C'est l'autre? Bon. Hein? C'est l'autre? Non, Aude, comment on peut dire? Coupez vos micros. Oui, c'est l'italique, c'est moi. Voilà, c'est ça. Je suis un drame à moi toute seule. Oui, c'est moi. Je suis un drame à moi toute seule, c'est moi. Ouais, j'ai deviné. Non, mais parce que du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je l'ai lu, j'ai contacté Yvan et j'ai dit, mais attends, dis-moi tout, comment elles écrivent? Est-ce qu'elles écrivent chacune une partie au fur et à mesure? Tu vois, tu écris une partie, puis ensuite Karine poursuit, mais avec un seul fil conducteur, ou est-ce que chacune a une partie? Et c'est vrai que quand on analyse la nouvelle, on se rend compte qu'il y a effectivement presque deux histoires dans l'histoire. Et du coup, mais en même temps, il y a une telle fluidité. Enfin, moi, vraiment, ça m'épate. Je trouve ça extraordinaire parce que je vous lis chacune individuellement. J'aime ce que vous faites, même si effectivement vous êtes très différentes dans vos romans personnels. Et là, dans ces nouvelles, je me suis régalée parce que cette écriture à quatre mains, elle est prodigieuse en fait. Elle donne quelque chose de neuf. Et voilà, donc j'étais très contente d'avoir été surprise encore par celle-ci. J'espère qu'il y aura encore une nouvelle. Mais oui, j'ai signé hier, j'ai signé le contrat pour le troisième recueil avec Karine. Avec Karine. Oh là là, le scoop. Bah oui, on se dit, ah merde, je pouvais peut-être pas le dire. Bon, le dites pas alors. Est-ce que du coup vous allez signer Barbarine Giabel ou pas cette fois-ci? Non, je sais pas. Enfin, ce serait drôle. Non, mais je pense pas, non. Mais c'est vrai que Barbara Abel, Karine Giabel, c'est vrai que ça fait Barbarine Giabel. Ouais. C'est drôle. Non, mais c'est super en tout cas. Ça nous fait plaisir. L'essentiel, c'est que, merci beaucoup. Si vous prenez du plaisir et que nous aussi. Mais je crois, tu sais quoi, je crois que c'est la condition sine qua non. Si, enfin, moi, en tout cas, je me dis, le plus important, c'est que je prenne du plaisir à écrire mon histoire, le roman, la nouvelle, etc. Et si moi j'ai du plaisir à l'écrire, il y a de fortes chances que le lecteur, s'il aime ça évidemment, ait du plaisir à le lire. Je te confirme. Je te confirme tout le plaisir. J'ai une question d'Alexandra Barbara, oui. Qui a écrit dans le chat. Barbara, vous voulez poser la question ou j'y vais? Dites-moi, j'y vais. Alors, je te lis la question. Au début du roman, donc de ton roman, et les vivants autour, il y a une tournure inattendue. J'adore ce genre de tournure, mais dans ce roman, il y en avait plusieurs. Au final, rien n'est ce qu'on pense, on se trompe sur tout et sur tout le monde. J'ai trouvé cela fort intéressant. Est-ce que c'était voulu dès le départ ou est-ce que c'est en écrivant que ces rebondissements sont arrivés? Oui, tous les rebondissements, je les trouve en écrivant. En fait, je ne comprends pas comment je pourrais trouver ces rebondissements sans écrire au préalable. Il y a aussi une des règles que j'ai faite mienne au cours de
des différents romans que j'ai écrits, c'est que pour surprendre le lecteur, il faut d'abord que je me surprenne moi-même. Et donc, c'est comme ça. Donc, je pars sur ma situation, comme je le disais au début de l'apéro. Je pars sur une situation qui m'intéresse, mais je sais pas vraiment. Enfin, j'ai une vague idée de la direction que ça va prendre, mais c'est vrai que j'avance chapitre après chapitre. Et alors, je vais pas dire que c'est à la fin de chaque chapitre parce que c'est compliqué et c'est peut-être un peu trop rapide, mais c'est vrai que de manière récurrente et régulière, chaque fois quand un chapitre se termine, je me dis bon, maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer auquel le lecteur ne s'attendrait absolument pas. Et cette évolution, cette situation auquel on ne s'attend pas du tout, je ne m'y attends pas non plus, enfin je ne la connais pas et je dois la trouver à ce moment-là. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à surprendre le lecteur. C'est parce que moi-même, au moment où je l'écris, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça dévie vers cette direction. Alors parfois c'est paniquant parce que je pense que les bonnes idées sont difficiles à débusquer, donc parfois je mets plusieurs jours, voire une semaine, 10 jours à débusquer une bonne idée ou un coup de théâtre ou un retournement de situation. Donc parfois c'est paniquant parce que je me pose toujours la question, d'abord est-ce que cette idée existe, est-ce que je vais la trouver, mais donc voilà, et puis ce sont des coups de théâtre ou des rebondissements qui ne peuvent qu'arriver que si on et qui sont intenses que si on connaît les personnages. Et moi je connais les personnages au fil de la rédaction. Au début quand j'ai écrit mes premiers chapitres, je les connais pas, mes personnages, je les construis en écrivant. Donc je comprends pas très bien. Enfin, je sais qu'il y a plein d'auteurs et même des amis à moi qui travaillent comme ça, qui font d'abord un plan très structuré, mais je comprends pas comment ils y arrivent à faire leur plan parce que ils ne sont pas assez impliqués dans leur histoire. Ils ne peuvent pas être suffisamment impliqués dans l'histoire et dans les personnages que pour trouver les axes et les rebondissements de ce squelette de roman. Donc non, moi j'écris vraiment au fur et à mesure et je découvre. Alors bon, après, si j'ai une idée qui vient un peu bouleverser tout, je dois faire revenir en arrière, retravailler les premiers chapitres, etc. Après c'est des mises au point, mais j'avance chapitre après chapitre dans mes romans. Ok, très bien. Je vois qu'il est l'heure. Alors, du coup, je remonte tes 2 bouquins, donc parus chez Belfond, et Les Vivants autour, qui est dans toutes les bonnes librairies. Et regardez le nom. Ah oui, non, il n'est pas l'envers. Un recueil de nouvelles. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles en France par rapport à d'autres pays. C'est vrai qu'on a très peu de nouvelles en France, et c'est bien dommage, parce que du coup, en peu de lignes, c'est vrai que chaque auteur arrive à nous embarquer sur ce même sujet, donc sur la vue. Et chacun, vous avez fait un super boulot parce que toutes les nouvelles sont hyper différentes, hyper intéressantes. Et c'est vrai qu'on se balade d'un univers à l'autre. On vous retrouve à la fois en tant qu'auteur. Et là, du coup, c'est vrai que ta nouvelle avec Karine nous permet une nouvelle fois d'avoir vos 2 talents réunis. Donc, c'est super agréable pour nous, les lecteurs. Ouais, il est sorti aujourd'hui. Oui, et j'ai hâte de lire les nouvelles de mes camarades. Alors, dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Tu vas faire comment, toi? Non, moi, j'aime pas dans l'ordre. Et je suis comme Caro. Je veux en lire une de temps en temps, mais me laisser le temps d'oublier, tu sais, celle que je viens de lire, laisser passer un jour ou deux pour ne pas confondre les histoires. Et puis, il y en a, il faut les digérer. Hein. On n'en dit pas plus. Non, mais c'est du noir quand même. C'est écouter les noirs, regarder les noirs. Donc, on sait à quoi s'attendre. Et avant d'oublier, tu as un gros bisou d'Hervé Comer qui m'a dit de te faire un bisou. Oui, et du coup, je lui dis que je transmettrai le bisou. La semaine prochaine, avec Caro, on entame une nouvelle série d'auteurs qui ont des nouveautés qui viennent de paraître. Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera Laure Manel qui sera notre invitée. Et voilà. Il y a des petites questions avant qu'on termine ou est-ce qu'on fait une bise à tout le monde?
Et du coup, on peut peut-être en profiter aussi pour annoncer la rencontre dans 15 jours. Comme ça, vous avez les 2 prochaines dates. Le 25 juin, ce sera David Zawi pour le financier en chef. Voilà, on part sur de l'alité pour les 2 prochaines rencontres. Voilà, on varie. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir été. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde voilà, d'être venu m'écouter. C'est vraiment très gentil. Et puis, portez-vous bien. Et puis, j'espère à très vite dans la vraie vie. À très vite Nous aussi. en vrai, dans des vrais salons avec des vrais gens. Et, ouais, tu sais que ça me rempoche après-demain. Enfin, ça aurait dû être ça me rempoche ce week-end. Ce week-end. Ouais, je pense qu'on va tous être un peu en dépression ce week-end parce que c'est vrai que c'était c'est un des salons bonheur où on se retrouve tous les ans, les auteurs, les lecteurs. Et du coup, moi, c'est le salon qui m'a le plus anéanti après Quai du Polar. Même le mien, c'était vraiment ça me rempoche. Voilà, donc on va penser très fort à Jean Edgar et à. Voilà, on embrasse Gérard Collard et Jean Cassel et voilà. J'espère qu'on les retrouvera l'année prochaine. Il y a déjà la date pour l'année prochaine, donc c'est déjà week-end réservé. Grosse bise à tous, merci d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à la semaine prochaine. Merci Barbara. Salut Benoît. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. C'est fait, hein? Ok. Ok.